Parlons des éléments membranes. Les éléments membranes, ce sont des éléments dits élancés, eux aussi, c'est-à-dire que leur épaisseur elle est très faible par rapport à leurs deux autres dimensions. Donc, notre élément membrane, lui, ne reprend que des efforts dans son plan. Donc, il va avoir des contraintes axiales en X et en Y, ainsi que du cisaillement dans le plan XY, sachant que notre élément est défini dans le plan XY localement. Donc, notre élément va ne reprendre que des efforts, des forces en X et en Y. Malgré qu'il va n'avoir que des déformations, des contraintes dans son plan, il pourrait tout de même avoir des déformations hors du plan à cause des effets de Poisson. Donc, notre élément membrane, on peut le définir avec des fonctions d'interpolation linéaire, comme dans les deux cas en haut ici, avec un élément à 3 nœuds ou un élément à 4 nœuds. Donc, on va venir interpoler les déplacements entre nos nœuds avec nos fonctions d'approximation linéaire. Ou on peut le formuler avec des fonctions d'interpolation quadratiques, comme dans les deux cas en bas ici, avec notre élément triangle à 6 nœuds ou un élément quad à 8 nœuds. Pour obtenir notre formulation élément fini d'un élément membrane, il faut faire des hypothèses quant à l'état des contraintes et des déformations. Donc, on va considérer ici deux cas particuliers, le cas de l'état plan de contrainte et puis le cas de l'état plan de déformation. Donc, ce sont deux hypothèses différentes et exclusives. On fait soit l'une, soit l'autre, jamais les deux en même temps. Donc, commençons par l'état plan de contrainte, qui est le cas le plus typique. L'état plan de contrainte, ce qu'il nous dit, c'est que les contraintes vont être uniquement dans le plan. Donc, les contraintes sigma z, normales au plan, sont nulles. Et puis, les contraintes de cisaillement, taux xz, taux yz, sont elles aussi nulles. On peut relier nos déformations à notre champ de déplacement en dérivant celui-ci. Et en reprenant notre loi constitutive de Hooke et en lui insérant les hypothèses de l'état plan de contrainte, on peut simplifier notre loi de Hooke à ça ici, avec notre matrice de souplesse qui ressemble à ça ici. Si on vient inverser notre matrice de souplesse, on va obtenir notre matrice E ici, avec le module de Young et le coefficient de Poisson qui apparaît ici. Donc, ça, c'était l'état plan de contrainte. On a par la suite l'état plan de déformation, qui est un cas un peu plus particulier. L'idée qu'on va avoir ici, c'est qu'au lieu de partir de l'hypothèse que toutes nos contraintes sont dans le plan, l'hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on va dire que toutes nos déformations sont dans le plan. Donc, c'est un peu plus subtil. Donc, on va dire qu'il n'y aura pas de déformation en Z, ni de changement d'angle en XZ, YZ. Donc, on peut imaginer, par exemple, un joint de colle qu'on aurait en deux pièces très rigides. Donc, si on a deux gros blocs d'acier, par exemple, qui sont fixes en espace, qui ne bougent pas, et puis qu'on vient tirer ou mettre une expansion thermique, une dilatation thermique dans notre joint de colle, notre joint de colle, lui, si on tire dessus, comme il doit rester solidaire des pièces au-dessus et en dessous, il ne peut pas se déformer dans la direction Z. Son épaisseur doit rester constante. Donc, on va se retrouver avec un epsilon Z qui est constant, mais par effet de Poisson, il va venir apparaître une contrainte en Z. Donc, bien qu'il n'y ait aucun chargement qui soit appliqué en Z, en venant tirer en X ou en Y, par effet de Poisson, en faisant en sorte que la déformation est nulle en Z, ça va faire en sorte que il va y avoir de la contrainte en Z qui va apparaître. Donc, si on repart de l'équation de Hooke pour la déformation en Z et qu'on vient imposer que celle-ci est nulle, ça nous permet en fait d'obtenir une équation pour sigma Z à partir de sigma X et de sigma Y. Et donc, si on prend cette équation-là, puis on vient la substituer dans les équations des déformations en X et en Y, on peut en obtenir une équation simplifiée. Et donc, dans le cas de l'état plan de déformation, nos déformations en X et en Y vont avoir cette forme-là, elles vont être liées aux contraintes en X et en Y et au cisaillement. Donc ça va être notre matrice de souplesse. Et puis une fois qu'on vient de l'inverser,
on obtient notre matrice E ici, qui a une forme un peu différente de la matrice E qu'on aurait dans l'état plan de contrainte, justement parce que les hypothèses qu'on a faites sont différentes. Et ce qu'on voit aussi apparaître, c'est que on va avoir une rigidité un peu modifiée de par cet effet de déformation nulle en Z, comme on en a fait l'hypothèse. Donc, si on veut obtenir une formulation élément fini dans notre élément membrane, on va partir de nos fonctions d'interpolation qui font en sorte que déjà d'un élément à l'autre, on s'assure de la continuité de la solution parce que on a les mêmes fonctions d'interpolation, les mêmes fonctions d'essai sur la frontière de deux éléments voisins. Et donc, on s'assure de la continuité de notre solution. Donc, ça nous aide dans la convergence. Donc, on va partir de nos fonctions d'interpolation, les NIE, qui sont exprimées en X et Y. Et donc, on va venir s'en servir pour interpoler notre champ de déplacement UV à partir de nos valeurs nodales. Donc, on va utiliser nos fonctions NIE de XY pour interpoler notre champ de déplacement au nœud pour en obtenir le champ de déplacement partout dans l'élément. Donc, sachant que nos déformations sont données par les dérivés de notre champ de déplacement, ben, on va venir remplacer notre champ de déplacement par les dérivés de nos fonctions d'interpolation. Donc, on va se retrouver avec des NIE virgule X, puis NIE virgule Y. Et donc, cette matrice-là ici, multipliée par les déplacements au nœud, donc nos degrés de liberté, va nous permettre de venir évaluer notre champ de déformation. Donc, notre champ de déformation, c'est nos fonctions NI avec un prime pour dire qu'elles sont dérivées. Donc, selon X et Y, là, dans cette forme-là ici, est multiplié par nos valeurs nodales. Et donc, de façon un peu similaire, on fait la même chose pour la température. Donc, notre champ de température, ça va être nos fonctions NIE qui vont venir interpoler nos valeurs de température au nœud. Et donc, si on reprend tout ça, on peut venir ensuite substituer ça dans notre équation pour calculer l'énergie de déformation. Et avec tout ça, on en obtient notre formulation. On exprime l'énergie de déformation du matériau avec nos matrices E ici qui vont dépendre de l'état plan de contrainte ou de déformation selon l'hypothèse qu'on a faite. Donc, il y a que cette matrice-là qui va changer dans les deux cas. Donc, dans l'énergie potentielle totale, ça nous prend notre énergie de déformation, mais ça nous prend aussi le travail fait par les forces extérieures. Dans le cas d'un élément membrane, le travail fait par les forces extérieures, ça va tout simplement être les forces Fx, Fy qui s'exercent à chaque nœud dans le plan de l'élément, multiplié par les valeurs du déplacement au nœud. Donc, à partir de ça, on a l'énergie potentielle totale de notre élément membrane. Et il ne nous restera plus qu'à appliquer le théorème de l'énergie potentielle totale minimale, donc de dériver cette quantité-là en fonction de nos delta I pour en obtenir notre formulation élément fini de notre élément membrane. Avant de vous laisser, un petit dernier mot sur les éléments membranes. C'est que dans certains cas, ils peuvent être sujets à un problème numérique qu'on appelle le shear lock. Donc le verrouillage en cisaillement. C'est-à-dire que si on s'imagine un carré comme ça, qui est sujet à des moments fléchissants. Donc, si on y repense avec les réflexes qu'on a développés depuis notre cours de RDM, si on a une poutre puis on exerce des moments fléchissants à chaque bout, donc on est en flexion pure, mais on va s'attendre à ce que notre poutre fléchisse puis qu'elle fasse la banane. Donc, si on vient exercer les moments fléchissants sur cette structure-là, on va s'attendre à ce qu'elle vienne faire la banane elle aussi. Mais quand on y pense, notre élément ici, à 4 nœuds, il utilise des fonctions d'interpolation linéaire. Donc, le champ de déplacement entre
les valeurs nodales est interpolé linéairement. Donc, la seule façon qu'il peut se déformer, cet élément-là, c'est en venant faire un losange comme ça ici. Donc, les côtés doivent obligatoirement demeurer droits parce qu'on interpole avec des fonctions linéaires. Donc, nous, on s'attend à quelque chose qui va faire la banane, mais en fait, on se retrouve avec une espèce de losange comme ça ici. Donc, qui est une déformation qui n'est pas physique par rapport au chargement qui est appliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que notre élément se retrouve obligé de se déformer en losange, donc de venir changer les angles dans sa géométrie. Et quand les angles changent, ça veut dire qu'il y a du cisaillement. Donc, ce cisaillement-là n'est pas physique, parce qu'on le dit encore, si on a une flexion pure, il ne devrait pas y avoir de cisaillement. Mais donc ici, on se retrouve avec du cisaillement qui n'est pas physique, qui ne devrait pas avoir lieu, mais qui se retrouve dans notre résultat numérique. Et donc, en fait, notre élément doit adopter une déformée supplémentaire. Il doit se déformer en plus de ce qu'il devrait faire. Et donc, ça va engendrer une rigidification artificielle de notre élément. Donc, notre élément se retrouve rigidifié artificiellement par le phénomène de shear lock. Donc, en fait, le problème, c'est que notre élément n'est pas adéquat pour représenter la physique du problème ou du chargement qui est appliqué dessus. Donc, il faut qu'on change quelque chose dans ce modèle-là si on se rend compte de ce problème-là. Et donc, une première solution, ça serait de venir raffiner le maillage. Donc, si qu'au lieu d'avoir juste un élément, on en avait, je sais pas, 16 ou 64, si on avait beaucoup plus d'éléments, on serait capable de venir reproduire un peu plus notre forme de banane qui se déforme. Ou de façon plus simple, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'augmenter l'ordre du polynôme de nos fonctions d'interpolation. Donc, en passant de des éléments à 4 nœuds à des éléments à 8 nœuds, qui utilisent des fonctions quadratiques d'interpolation, on pourrait venir interpoler la déformée entre nos nœuds avec des paraboles. Donc là, on réussirait bien à reproduire cette déformée-là de banane, en fait, si on veut. Donc, la solution simple, ce serait tout simplement d'utiliser des éléments basés sur des polynômes d'interpolation d'ordre plus élevé. Et c'est comme ça qu'on éviterait le phénomène de shear lock.